Alors, Caroline Lebrec a obtenu un DEA de littérature comparée à l'Université Paris-III Sorbonne Nouvelle et elle a entrepris un PhD en études françaises à l'Université de Toronto sous la direction de Pascal Michelucci. Elle termine sa thèse portant sur la poétique du discours de la contrainte dans 100 000 milliards de poèmes de Raymond Queneau et le château des destins croisés d'Italo Calvino. Elle a publié des articles portant sur différents enjeux de l'écriture à contrainte envisagée comme un outil de service de la mémoire de la langue et des formes littéraires. Et elle s'intéresse aussi aux formes de collaboration dans le processus de l'écriture à plusieurs. C'est d'ailleurs sur cette question qu'elle va intervenir aujourd'hui. Donc, le titre de la communication, plus exactement, est « L'écriture collaborative, une poétique spécifique du partage ». À vous la parole. Merci. Donc, je vais commencer par une citation. « Le XXe siècle, et rien n'indique qu'il en ira de même pour le suivant, aura incontestablement été le siècle des avant-gardes. » Fin de citation. Cet argument inaugure l'ouvrage de Vincent Kaufmann intitulé « Poétique des groupes littéraires, avant-garde 1920-1970 ». Que ce soit du point de vue des relais auprès du monde éditorial, les collections spécialisées ou les créations de revues, ou du point de vue des nombreuses sociabilités qui caractérisent les pratiques avant-gardistes en marge de leurs tout aussi nombreux moments de tension et autres idéologies de rupture qui les ont rendus célèbres, la visibilité des avant-gardes constituerait, toujours selon Kaufmann, une habitude du siècle, en ceci que l'avant-garde, je cite, ferait partie du paysage littéraire et artistique, au point d'ailleurs de finir par y disparaître, par excès de familiarité, par excès d'évidence. Car si le terme garde encore son cours, il ne désigne guère plus qu'une convention, un renouvellement interne au marché ou à l'institution artistique, que les avant-gardes avaient justement au départ pour vocation de détruire. Du même coup, rien ne paraît aujourd'hui plus naturel que de raisonner sur les avant-gardes en termes de groupe ou de mouvement. Fin de citation. Une première question découle de cet argument. Pourquoi, s'agissant des avant-gardes, parle-t-on régulièrement de mouvement plutôt que de pratiques individualisées? L'union ferait-elle la force lorsqu'il s'agit d'avancer une posture en rupture avec les pratiques anciennes? Safety in Numbers, comme le titre un poème de l'oulipien Harry Matthews. À cela, Kaufmann propose des raisons psychologiques, sociologiques et esthétiques qui seraient à l'origine de l'émergence de ce qu'il appelle une poétique spécifique du partage. Caractéristique chez les avant-gardes de l'esthétique communautaire qui est pour Kaufmann bien datée. Je cite, « Il faudrait aujourd'hui une bonne dose d'optimisme pour annoncer un avenir radieux aux avant-gardes en général. » Fin de citation. Parmi les optimismes que nous sommes aujourd'hui et demain, j'aimerais emmener la poétique spécifique de partage de Kaufmann du niveau du collectif, pour lequel il s'agit d'être ensemble, à celui du collaboratif, où il s'agit d'écrire ensemble. Entre les deux existent des différences profondes qui ne sont pas contradictoires, car la publication de livres co-signés est une pratique persistante, même si elle se fait une denrée plus ou moins rare selon les époques. Entre la posture mythique du génie retiré du monde et celle de l'auteur postmoderne souvent hypermédiatisé, se situe une posture d'auteur dont l'écriture a un jour basculé de l'idéal collectif à celui de la collaboration dans l'écriture, en général très ponctuellement. Moins que les motivations à ce geste sur lesquelles s'attarde Kaufmann, nous proposons une étude des différentes modalités de collaboration avant de concentrer notre effort sur le passage du collectif au collaboratif à l'Oulipo, l'ouvrage de littérature potentielle, groupe ou collectivité qui eux-mêmes se désignent comme une association, à travers un roman que deux Oulipiens ont récemment co-signé chez Grasset, intitulé « Eros mélancolique », dont la co-signature de Jacques Roubaud et Anne F. Garetta est assumée en page de couverture, ce qui n'est pas toujours le cas lorsqu'il s'agit d'une écriture à plusieurs. Dans notre approche, nous posons moins la question du livre autour de laquelle Kaufmann bâtit pertinemment son approche de l'esthétique communautaire des avant-gardes qu'autour de la question de l'identité plurielle de l'auteur et des stratégies de mise en scène d'une écriture collaborative. La poétique spécifique du partage dont nous parlons est celle dont l'écriture d'un texte par plusieurs auteurs rend compte à travers des mécanismes collaboratifs, par exemple in absentia ou in presentia, qui permettent à un auteur double d'organiser une fiction, comme le sous-titre un ouvrage sur les modalités de collaboration du IXe siècle,
Several others, one pen. Plusieurs auteurs, un stylo. Et je passe à mon premier point. Écrire en collaboration, une pratique rarement officialisée mais persistante. En parallèle au mythe du génie retiré du monde, de nombreux auteurs romantiques fréquentaient largement les lieux de sociabilité littéraire, désignés sous le nom de cénacles, moins à des fins d'écriture collaborative qu'à celles de l'échange d'idées. Si l'on en croit Anthony Glinoer, le spécialiste de la camaraderie littéraire au XIXe siècle, la notion d'écriture collaborative se serait heurtée à des questions d'ego. Je cite, « The Romantic period was particularly fruitful in collaborations, despite what the major Romantic writers, most notably Hugo and Vigny, might lead one to believe, since they were most concerned with constructing the myth of their original singularity. » Pour preuve, Glinoer rapporte dans son article intitulé « Collaboration and Solidarity, the Collective Strategies of the Romantic Cenacle » 2 tentatives d'écriture collaborative qui n'ont abouti que sous forme de pratiques individualisées. La première étant celle d'un roman entrepris par Sainte-Beuve et Göttinger, qui fut finalement publié seulement par Göttinger et sous un autre titre. La seconde vient des frères Hugo, qui avaient cultivé avec certains de leurs amis le projet de jeunesse de publier un recueil écrit collectivement, mais le projet n'a servi qu'à fournir, je cite, la première version de Bug-Jargal. Glinoer voit donc dans l'époque romantique une stratégie de solidarité plutôt que de collaboration dans l'écriture. Du côté de la posture évolutionnaire de rupture des surréalistes, l'aventure de l'écriture collaborative a été poussée plus loin. Presque un siècle après les tentatives romantiques de collaboration avortées, et dans la continuité de la pratique quasi généralisée de co-auteurage, comme on désigne aujourd'hui celle de covoiturage, avant la période romantique, les surréalistes ont entrepris différents modes de collaboration de l'écriture de forme courte, comme par exemple le cadavre exquis, à celle d'écriture de forme longue, comme par exemple les Chants magnétiques, publiés en 1920 et co-signés par Breton et Soupeau. Si l'on en croit les propos d'Éluard, qui attestent d'une période fondatrice du groupe surréaliste, cristallisée autour de l'écriture des cadavres exquis, la collaboration dans l'écriture occupait une place importante dans les moments collectifs des débuts surréalistes. Je cite, « Nous nous sommes souvent et volontiers mis à plusieurs pour assembler des mots ou pour dessiner par fragments un personnage. Que de soirs passés à créer avec amour tout un peuple de cadavres exquis. C'était à qui trouverait plus de charme, plus d'unité, plus d'audace, à cette poésie déterminée collectivement. Plus aucun souci, plus aucun souvenir de la misère, de l'ennui, de l'habitude. Nous jouions avec les images et il n'y avait pas de perdant. Chacun voulait que son voisin gagnât et toujours davantage pour tout donner à son voisin. La merveille n'avait plus fin. Son visage défiguré par la passion nous paraissait infiniment plus beau que tout ce qu'elle peut nous dire quand nous sommes seuls, car alors nous ne savons pas y répondre. C'est le principe du safety in numbers, auquel la contrainte numérique du cadavre exquis impose la collaboration de 5 auteurs pour écrire les 5 entités syntaxiques qui le composent. C'est encore le principe de safety in numbers qui a permis à Breton et Soupeau d'expérimenter une première forme d'écriture automatique soumise à la contrainte temporelle qu'Alain Chevrier définit dans le liminaire du volume copublié par Mélusine et Formule, consacré à la question du surréalisme et des contraintes formelles, comme je cite, « La vitesse d'écriture dont les auteurs des Chants magnétiques ont expérimenté plusieurs gradations sur un modèle psychologique probable, celui de l'excitation verbale lors d'un accès de manie. » Fin de citation. Cette contrainte temporelle pose un effet de performance dans l'expérience, qui fut, si l'on en croit Breton, éprouvante, suscitant des hallucinations. Vu l'ampleur et la nouveauté du projet, il est facile d'imaginer que chacun s'est appuyé sur l'endurance de l'autre pour arriver au bout du projet. C'est pourquoi le choix du partenaire dans l'écriture collaborative a toute son importance. Et nous y reviendrons dans le cas d'Eros mélancolique. La consultation du manuscrit des Chants magnétiques met en évidence la répartition des moments d'écriture entre Soupeau et Breton, de façon évidente, avec tout simplement le changement d'écriture d'un auteur à l'autre. La consultation des manuscrits n'étant pas toujours un outil disponible ou facilement exploitable autrement que par des experts en génétique textuelle, la question de la répartition des voix dans l'écriture à plusieurs serait-elle une question obsolète ? C'est ce qu'indique Andrew Bennett dans son ouvrage intitulé The Author, qui consacre un chapitre au domaine des Attribution Studies,
qui regroupe des chercheurs dont le mandat est de révéler les identités éventuellement plurielles derrière une écriture, le plus souvent par des moyens stylométriques. Selon Bennett, je cite, « The logic of attribution studies is rather to confirm than to question or disturb the notion of the individuality and autonomy of the author, which is returning to a traditional conception of the author as singular, as an originating individual. » Bonne citation. La problématique est alors la suivante. Si l'auteur est le garant de l'unité et de la cohérence du discours dans un texte, quelle modalité de cohérence une double signature assumée sur la couverture d'un livre peut-elle garantir? C'est du moins le tournant que les études d'attribution ont récemment entrepris, qui en sont venues à voir un texte écrit à partir d'une écriture collaborative comme le résultat d'une dissémination de ces effets de collaboration. Renouveau initié par l'ouvrage de Jeffrey Maston dans Textual Intercourse, Collaboration, Authorships and Sexualities in Renaissance Drama. Je cite, « Instead of seeing collaboration as a more multiple version of authorship, a doubling of authority, it should instead be seen as involving a dispersal of authorship and of the authority that it assumes. » Fin de citation. Quelque chose donc de plus proche de l'idée d'une identité plurielle de l'auteur, même lorsque celui-ci signe seul ses livres. Nous parlons ici d'une forme de collaboration qui se concentre sur le processus de création littéraire, comme l'a défini Seth Whedon dans son introduction au déjà cité Models of Collaboration in 19th Century French Literature, Several Authors, One Pen. C'est aussi le point de vue que partage Wayne Constantbaum dans Double Talk, The Erotics of Male Literary Collaboration, ouvrage que Whedon considère comme une référence dans le domaine de l'écriture collaborative. Je cite, « A text is most precisely and satisfyingly collaborative if it is composed by two writers who admit the act by placing both of their names on the title page. A double signature confers enormous interpretative freedom. It permits the reader to see the act of collaboration shadowing every word in the text. Collaborative work are intrinsically different than books written by one author alone. Even if both names do not appear, or one writer eventually produces more material, the decision to collaborate determines the work's contour and the way it can be read. Fin de citation. Cette citation révèle différentes modalités de collaboration dans l'écriture à plusieurs. Tout d'abord, celle de l'écriture in absentia et in presentia. La seconde catégorie, in presentia, va du modèle traditionnel de la coécriture entre plusieurs auteurs qui sont physiquement présents au moment de la création à la question de la co-signature assumée ou de l'anonymat. La question de l'anonymat soulève plusieurs aspects importants, comme celui des écrivains nègres ou ghostwriters, ou comme celui de la création d'un pseudonyme collectif, comme celui de Camille Abaclar pour la réécriture collective mais non collaborative du Desdit Shadow de Nerval. La première catégorie, celle de l'écriture à plusieurs in absentia, caractérise une situation de coécriture qui n'est pas en coprésence physique, qui ouvre la porte au jeu de l'intertextualité de la réécriture dont nous ne parlerons pas aujourd'hui. En effet, comme l'explique Whedon, je cite, « Collaboration refers specifically to the relationship between two or more agents at some point during the creation of a literary text, whereas intertextuality refers to the relationship between two or more texts. The former emphasizes the process, the latter the results. » Fin de citation. Nous retenons de cette citation l'expression « at some point », qui révèle une certaine porosité entre les deux catégories in presentia et in absentia, comme le montre le texte dont j'ai choisi de parler aujourd'hui, Eros mélancolique, de deux auteurs membres de l'Oulipo, qui est un groupe réputé pour ses moments fréquents de collectivité, mais moins pour ses moments de collaboration dans l'écriture, auquel pourtant leur projet esthétique d'écriture à contrainte y est tout à fait favorable. Et je passe à mon deuxième point. De quelle avant-garde parle-t-on? L'Oulipo, un exemple du collectif au collaboratif. L'Oulipo a été fondé, ou plutôt cofondé, en 1960 par François Le Lyonnais et Raymond Queneau, deux encyclopédistes, auteurs, mathématiciens et grands amateurs du jeu d'échecs. À leur suite, le groupe est composé d'écrivains et de mathématiciens dont la longévité du groupe est aujourd'hui reconnue comme sa plus grande caractéristique, en marge des habitudes avant-gardistes. Selon Peter Kuon, auteur d'un article sur l'Oulipo Les Avant-Gardes, je cite, « Un groupe fondé il y a presque 40 ans
et qui continuent à se réunir une fois par mois, à travailler ensemble, à publier et à se présenter au public, est un phénomène sans précédent. Les dadaïstes n'ont vécu qu'une saison, les futuristes 2 ou 3, les surréalistes un peu plus. L'Oulipo ne semble pas vieillir. » Fin de citation. C'est un point de vue assez optimiste, mais il est vrai que l'Oulipo a traversé la période des avant-gardes jusqu'à nos jours sans pour autant s'y dissoudre. Toujours présent donc, l'Oulipo vit même aujourd'hui sa productivité la plus florissante, que ce soit en termes de vente de livres, toute proportion gardée, ou en termes de leurs interventions publiques quadruplement orchestrées autour de leur lecture mensualisée à la BNF, ou en termes de leurs ateliers d'écriture de plus en plus nombreux, qui ont lieu tout au long de l'année, tout comme les adaptations théâtrales de certains de leurs textes qui ne quittent pas l'affiche. On pense par exemple au récent Besoin de vélo de Paul Fournel, qui fait l'objet d'une poésie performance, ou au plus connu Exercice de style de Raymond Queneau. Il faut aussi voir le succès actuel de l'Oulipo du côté de leur participation ponctuelle à des sociabilités littéraires de type Nuit Blanche, Printemps des Poètes, ou tout prochainement Paris en toutes lettres. Ou enfin en termes de rayonnement académique, puisque le premier colloque international consacré à l'Oulipo s'est très récemment tenu à l'occasion du 50e de la création du groupe. L'Oulipo est-il considéré comme un groupe d'avant-garde? Oui, avec nuance, pour les uns, non pour les autres, et surtout pas pour les intéressés. C'est-à-dire que les Oulipiens ne considèrent pas l'Oulipo comme un groupe d'avant-garde. D'où vient cette confusion? Certains critiques, éloignés des sphères oulipiennes, comme celle de Dominique Viard, dans la littérature française au présent, caractérisent l'Oulipo comme une avant-garde soft, en fonction de son refus du dogmatisme et de la théorisation. Ce n'est pas faux, et c'est ce refus même qui est sans doute à l'origine de la longévité du groupe. En effet, s'il n'y a rien qui fait date, le groupe ne peut contribuer au phénomène historiquement daté dont parle Kaufmann au sujet des avant-gardes. D'autres critiques, comme Peter Cuon déjà cité, plus familier des pratiques oulipiennes que Viard peut l'être, partent du fait que le projet oulipien, je cite, n'a pas le même statut logique que ceux des avant-gardes. Produire des structures au lieu de manifestes, de textes, d'œuvres littéraires, c'est donner une solution astucieuse au problème de la nouveauté, insoluble au sein des avant-gardes. Tandis que la nouveauté des avant-gardes figée en messages montre aussitôt proclamés tous les signes de l'usure, les structures oulipiennes ouvrent des univers potentiels que les écrivains futurs occuperont à leur gré. Plus encore, les structures oulipiennes ne sont pas données une fois pour toutes, mais sans cesse retravaillées. C'est un métaprojet qui prévoit le recyclage de la nouveauté à l'intérieur même du système. Fin de citation. Cette problématique de la nouveauté est justement celle que Jan Bytens désigne comme élément qui a généré la fin des avant-gardes. En ceci qu'il est nécessaire, à propos des avant-gardes, je cite Bytens, de cesser de confondre le moderne et le nouveau et qu'elle accepte de se concevoir sur le mode de l'approfondissement et de la complexification. C'est dans la littérature française contemporaine, Questions et perspectives. Bytens désigne 3 formes d'écriture héritées des avant-gardes. Le projet de l'hyperconstruction, dans lequel il situe l'Oulipo, le projet de destruction du langage et des codes d'un Solers ou d'un Roche, et le projet du minimalisme qu'il situe dans la lignée de Blanchot. Hyperconstruction dans les pratiques oulipiennes, cela ne fait pas de doute, mais pas au sens d'un formalisme qui ne tranche pas avec le vécu, car la forme y est envisagée comme une forme de vie, comme une modalité de la mémoire et non pas comme une structure vide et mécanisable à l'infini. Quand il y a de la forme à l'Oulipo, il y a aussi du sens. Comme le précise l'oulipien Hervé Le Tellier dans son esthétique de l'Oulipo, je cite, « La surprise du lecteur est d'abord le fruit d'un travail d'exploration de l'auteur, la récompense d'une sélection parmi des dizaines d'autres options. Toute création oulipienne est affaire de construction et de sélection parmi des choix possibles, une sorte d'hyperconstruction d'un imaginaire qui ne se rend contraint que pour mieux montrer la virtualité de la réalité. » Alors si l'Oulipo est difficilement classable comme avant-garde et classable tout court, pourquoi le nom de l'Oulipo continue d'être évoqué dans des lieux intellectuels réservés aux avant-gardes? Parce que des gens dont je fais partie continuent de voir dans les pratiques oulipiennes une écriture en héritage, un lieu de la mémoire collective et individuelle, là où d'autres persistent à ne voir qu'à y voir un formalisme mécaniciste daté. Du collectif au collaboratif, l'Oulipo a peut-être trop rarement franchi le pas. Quelques signatures collectives publiques au nom du groupe, par exemple Troll de tram. Je vais passer. Je citais quelques exemples. Donc je passe à mon 3e point qui porte sur Eros mélancolique.
Une poétique spécifique du partage à plusieurs mains, plusieurs plumes et plusieurs claviers, du mythe de Saragosse à la lecture d'un document PDF incomplet. Eros mélancolique est donc un roman co-signé par Jacques Roubaud et Anne F. Garreta. Roubaud est membre de l'Oulipo depuis 1966, après la proposition de Queneau qu'il avait rencontré dans les locaux de Gallimard à l'occasion de la publication d'Ensemble. Garreta est membre de l'Oulipo depuis l'an 2000, à la suite de la proposition de Roubaud. Autant dire que la publication d'Eros mélancolique joue sur le thème du mélange des générations, ce qui rejoint le leitmotiv de la mise en écriture du défaut de mémoire, introduit par le topos du manuscrit trouvé, dont la préface d'Eros mélancolique, qui porte la mention de la signature isolée de Garreta, met en scène une forme d'écriture relais ou simultanée dans le récit, dont le moteur est créé à la fois par écran interposé et par de nombreux moments de rencontre, tantôt téléphonique, tantôt in presentia, dont le sujet porte sur le topos du manuscrit trouvé, mais dont les moments de lecture-écriture semblent rester in absentia. Le recours au topos du manuscrit perdu et retrouvé, donc de la transmission entre de multiples auteurs fictifs, a été étudié par Jan Baetens chez Jean-Benoît Puech, pour qu'il déclare que la mise en scène ne cherche nullement à duper le lecteur, mais plutôt à inscrire le texte dans une forme ludique d'emprunt et de ses traces dans le récit, deux procédés également chers aux Oulipiens. Hors récit, le texte est bien co-signé par les deux auteurs que Garreta met en scène dans la préface, dont l'objet est de rendre visible le projet du travail collaboratif, puisqu'elle comporte toutes les caractéristiques d'un texte à démarreur, dans lequel on retrouve la motivation de la collaboration par la mise en scène de la séparation spatio-temporelle des deux auteurs et de leur rencontre sporadique. Bref, plus qu'un discours d'autorité, la préface du roman est une sorte de fictionnalisation de l'écriture collaborative préalable au récit. Le topos du manuscrit perdu trouvé est ici contemporanéisé, puisque la préface indique que c'est Roubaud qui l'a trouvé sur le net, à l'état de PDF téléchargeable. Garreta, qui je répète signe seul la préface, indique que Roubaud n'y connaît foutre rien à la technique, lieu où elle se présente comme experte, permettant ainsi à leur collaboration de trouver sa motivation ou sa nécessité. La préface inscrit donc le récit dans de nombreuses pluralités, celle de l'écriture à plusieurs plumes, à plusieurs claviers, à plusieurs époques et dans plusieurs pays, puisque le manuscrit n'a bien sûr pas été trouvé à Saragosse, mais à Édimbourg, alors que la préface inscrit la présence de Roubaud et Garreta à Paris, lieu aussi de la publication du texte chez Grasset et lieu aussi de la fiction, de l'espace dans la fiction. Plus qu'une stratégie du lancement du projet collaboratif, le motif technologique sert d'ancrage au roman Eros mélancolique, puisque la préface transforme l'angoisse des virus informatiques en leitmotiv du type « ouvrir ou ne pas ouvrir le PDF, telle est la question ». Le PDF sera bien sûr téléchargé, sinon le récit n'aurait pas lieu, et l'aventure des mondes possibles chers aux auteurs et lecteurs oulipiens peut ainsi commencer. S'il est logique d'imaginer à la lecture du récit une collaboration de type texte à démarreur qui se poursuivrait en mode simultané, où chacun se charge de la rédaction d'un chapitre dans la continuité de l'autre, d'autres scénarios sont également envisageables. La photographie occupant une place importante dans le récit, il est possible d'imaginer que l'un s'est chargé des parties concernant la photographie, en l'occurrence on connaît le penchant de Roubaud pour la physique du processus photographique, tandis que l'autre se serait chargé des parties du récit sur l'écriture. La photographie, qui est aussi l'élément qui met en scène le principe oulipien du clinamen, permet explicitement au récit d'échapper au principe mécaniciste réglé par la contrainte. On le voit dans Eros mélancolique par rapport à des moments rendus visibles, à des moments du clinamen rendus visibles dans le récit par des moments de cassure qui seraient tout à fait propices à la permutation entre les auteurs. Par exemple, comme ici, transparaît le moment où il y a une photographie. Et je pense que je vais conclure, voilà. Dans notre approche de l'écriture collaborative, nous nous sommes interrogés, entre autres, sur la façon de lire un texte écrit à plusieurs auteurs, qui pose inévitablement la question du mélange des voix qui peut se faire de trois manières, harmonieuse, dissonante ou combinatoire. C'est-à-dire lorsqu'un savant dosage a lieu entre les moments harmonieux et les moments de cassure, pour rendre visible une poétique du collage,
comme le montre notamment le topos du manuscrit trouvé et de son agencement dans le récit sous forme d'un puzzle incomplet. Puisque le temps du cheminement du manuscrit jusqu'à sa publication a amputé le texte de carrés blancs que vous venez de voir, alors que lorsque les photographies sont décrites dans la fiction, elles sont, elles, amputées de carrés noirs. Et on a l'habitude avec Roubaud de ces jeux de permutation entre les pions noirs et blancs déjà utilisés ensemble pour métaphoriser le jeu de Go. Le puzzle incomplet que présente le récit d'Héros mélancolique laisse le champ ouvert au possible des modalités de collaboration entre les deux auteurs désignés par la couverture du livre. Et je vais reprendre une terminologie et finir par là d'Andrew Bennett qui distingue 4 formes de collaboration entre auteurs. Le precursory authorship qui désigne les façons dont un texte source en influence un autre, ce qui serait représenté dans Héros mélancolique par le niveau narratif intradégétique d'Andrew Clifford, celui qui a écrit, un doctorant qui essaye d'écrire sa thèse sur la photographie. La deuxième modalité est l'executive authorship qui désigne les différents acteurs de l'écriture collaborative extradégétique, donc ici Roubaud et Garetta. La troisième modalité étant le declarative authorship qui désigne le discours d'un individu qui valide le tout, ce qui serait présenté par le niveau métaleptique de la préface de Garetta. Et la dernière modalité qui serait le revisionary authorship qui désigne le travail des éditeurs qui serait fictionnalisé dans Héros mélancolique par les différents auteurs présents dans la fiction qui ont transmis le manuscrit perdu et retrouvé par Roubaud et téléchargé par Garetta. Où l'on voit bien qu'Héros mélancolique actualise un champ des possibles des modalités d'écriture collective et collaborative, ce qui, dans l'esthétique fuyante de l'Oulipo, apparaît finalement au travers de leurs 50 ans d'existence comme la pierre fondatrice du groupe. Merci. Merci Caroline Lebrec. Je m'excuse de toujours bousculer un petit peu, mais c'est le rôle du président de séance de tenir le temps. Alors, merci donc pour cette communication qui montre bien la distinction à faire entre le collectif et le collaboratif au sein des avant-gardes. Si le collectif est une condition presque sine qua non de l'avant-garde, le collaboratif ne s'ensuit pas nécessairement. On pense évidemment, c'est bien beau le cadavre exquis et puis les collaborations de Soupeau et Breton, mais le deuxième manifeste du surréalisme est une série d'excommunications et d'exclusions de la part de Breton. Donc la collaboration parfois peut devenir aussi, au contraire, stratégie d'exclusion. Bref, on a le temps pour quelques questions ou commentaires de la salle. Aux spécialistes de l'Oulipo ou du surréalisme. Ouais. Je vous demande de vous identifier aussi au moment de poser la question. Alors, en spécialiste de l'Oulipo, Johanna Bott, je voudrais savoir si vous voyez un rapport spécial entre l'écriture collaborative et les contraintes, ou la pose de contraintes ou de cahiers de charges au niveau de l'écriture. Si vous pouvez élaborer là-dessus. Oui, merci. L'Oulipo a construit son projet littéraire autour d'une poétique des contraintes, c'est-à-dire qu'il se donne des règles avant l'écriture de textes, et parfois ces textes vont modifier les contraintes de départ, ou en tout cas les clinamen qui restent visibles au moment qui restent visibles dans le texte sont là pour montrer que la contrainte n'a pas tant un principe mécaniciste que plutôt de déclencher en fait non seulement un projet d'écriture, mais surtout une ouverture sur un champ des possibles par rapport à un thème. Maintenant, du côté de la collaboration, est-ce qu'il y a un rapport spécifique avec la poétique de la contrainte ? La poétique de la contrainte a beaucoup de répercussions possibles, donc. L'écriture collaborative en est une,
je pense effectivement que tous les auteurs qui arrivent à écrire ensemble, parce que c'est un projet très difficile d'arriver à écrire quelque chose à plusieurs, partent forcément de règles communes, qu'on appelle, qui vont être appelées contraintes ou non, mais je pense que c'est effectivement quelque chose qui est nécessaire à cette écriture collaborative. Alors, bien sûr, pour l'exemple que j'ai choisi, Eros mélancolique, les auteurs appartenant à l'Oulipo, l'écriture collaborative devient un jeu inscrit même dans le texte, parce que c'est une pratique habituelle chez eux, mais c'est un cas particulier. Mais je pense que oui, l'écriture à plusieurs nécessite l'instauration de règles au départ du projet. Je pense qu'on prend une autre question seulement, parce qu'ensuite il faudrait passer à... Silvano Santini. Ma question est d'ordre peut-être théorique. Tu as parlé de critique génétique, tu nous en as donné un exemple d'ailleurs, et je me demandais jusqu'à quel point, là, dans ce cas-ci très précis de l'écriture collaborative, la critique génétique, d'une certaine manière, déformait pas un peu le projet collaboratif, justement, en retrouvant l'origine ou l'écrivain qui aurait écrit ce petit bout et tel autre bout par l'autre écrivain. Je pense au cas, par exemple, de Deleuze et Guattari, qui ont écrit beaucoup ensemble et on a été fasciné un peu d'essayer de retrouver les traces. Ah, ça c'est plus politique, donc c'est Guattari, ça c'est plus philosophique, donc c'est plus Deleuze. Je me demandais pas justement si la critique génétique ne ratait pas, là, ici, dans ce cas précis, un peu son coup en déformant le projet, ou bien au contraire, qu'est-ce qu'elle aurait à nous apprendre de l'écriture collaborative, la critique génétique? Oui. Je pense qu'effectivement, il y a les deux aspects, en fait, comme tu viens de le souligner. La génétique de texte, dont je ne suis pas spécialiste, mais j'aimerais bien poursuivre, entre autres dans cette voie, et principalement avec le manuscrit des champs magnétiques qui m'intéresse bien. Oui, c'est sûr que aller chercher du côté des manuscrits provoque une cassure avec le résultat final d'un texte qui a effacé effectivement cette répartition qui éventuellement, en tout cas pour ce texte-là, mais en général, a effacé la répartition des voix des différents auteurs dans le texte. Mais il y a un intérêt, une complémentarité en fait, à aller chercher du côté des manuscrits que je vois comme une réponse à des hypothèses que le texte fournit. Alors on a besoin de réponses ou on reste dans les hypothèses, mais il y a un rapport de complémentarité entre les attribution studies, la génétique des textes et l'étude de la réception d'une écriture collaborative. Dernière question d'Henri Béat. Si vous vous intéressez à la génétique de ces écritures collaboratives, plus que les champs magnétiques, moi je vous suggère de travailler sur l'Immaculée Conception, qui n'a pas été travaillé jusqu'à présent. Il a été édité en facsimilé, mais il n'y a pas eu de travaux, alors que sur l'autre, c'est un peu répétitif, quoi. Je ferme la parenthèse. C'est un sujet très intéressant que vous abordez, très difficile parce que justement on ne sait jamais. J'évoquais le problème ce matin pour l'avoir pratiqué avec Hubert de Falaise, qui fait quoi et qui est le plus important dans la découverte ou dans l'avancement d'un texte. C'est peut-être celui qui a mis le titre du chapitre simplement, qui en fait est le plus directif, le plus, je sais pas, qui a été le plus loin. Mais alors, quand même, ça me laisse un peu perplexe dans ce rapport avec l'avant-garde, globalement. Et je me pose une question très simple. Vous connaissez bien ces problèmes d'écriture à deux. Fantomas, c'est le type même de l'écriture collaborative. Ce serait donc l'avant-garde de l'avant-garde. Je ne sais pas.
Est-ce que c'est une question que vous me posez ou c'est une suggestion? Est-ce que je peux vous demander de développer parce que Fantomas? Ah. Le collectif est avant-gardiste, mais le collaboratif n'est pas nécessairement avant-gardiste. Voilà.